La vie secrète des geekettes. Bonjour et bienvenue à un autre épisode enregistré via Skype de La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes, c'est quoi ça? C'est une émission divertissante et diversifiée. À chaque mois, on vous parle d'un sujet de notre choix, là, chacune des geekettes, là, chaque fille différente. Là. Mais on vous jase aussi de plein d'autres affaires. Et comme on est en ligne, évidemment, c'est pas tout le monde pareil en même temps, mais c'est pas grave. Comme je dis depuis le début de l'enregistrement, YOLO! Alors, je me présente, je suis Fanny Grégoire, je suis votre animatrice pour la soirée. Je suis en feu, malgré le fait que j'ai attrapé la COVID, Colin, là. Et c'est pour ça que l'épisode n'est pas sorti aussi rapidement que prévu. Mais là, assez parlé de moi, je vais y aller avec mes co-animatrices. Je vais commencer par la personne qui se trouve en haut à droite de mon écran, mais que toi, à la maison, tu ne vois pas. C'est Martine. Allô, Martine? Hey, salut Fanny! Ça va-tu pas pire? Ben oui, ça va pas pire. Moi aussi, j'avais attrapé la COVID fin décembre, mais là, top shape, prête pour l'enregistrement de ce soir. Tu as été la première geekette à avoir attrapé la COVID. T'es OG geekette, patiente zéro, là. Ouais, mais d'ailleurs, si vous écoutez le dernier épisode, le 87, vous allez voir qu'au début de l'épisode, j'ai de la voix et plus qu'on avance et les Patreons ont accès aux geekettes secrètes. Puis dans le geekette secrète, j'ai vraiment plus de voix puis je parle à peine. Eh bien, c'était le premier symptôme de ma COVID. C'est cette journée-là que ça a commencé pendant qu'on enregistrait, les filles. Ben oui, il était sans doute pas trop loin du micro, là, malheureusement. Mais t'es de retour, tout a bien été, pour pas dire une autre phrase qu'on n'aime pas trop. Il y en a plein d'autres phrases qui ont sorti. La lumière est au bout du tunnel aussi, ça revient souvent, ça. Donc, la lumière est au bout du tunnel et dans le tunnel des geekettes, je suppose, il y a aussi une autre co-animatrice. Mais avant, Martine, il faut que je te demande, c'est à quoi le sujet de ta chronique aujourd'hui? Je vais refaire un détour. Ben exact. Écoute, parce que justement, j'ai été malade, j'ai eu un 10 jours confiné et la journée où je sortais de mon isolement, ils ont annoncé le confinement. Fait que j'ai eu énormément de temps seul et libre. Fait que j'ai pu gamer plus que d'habitude. Fait qu'au lieu de vous faire une chronique en détail d'un jeu, j'ai décidé de parler de 3 des jeux que j'ai fait dans le dernier mois que je trouvais intéressant de vous suggérer. Un 3 pour 1 pour vrai, ça va être super en Exact. Ben, merci beaucoup. Et puis, je vais continuer notre conversation avec mon autre co-animatrice. Alors, c'est Jenny. Allô, Jenny? Salut! Comment ça va? Ça va essouffler, mais ça va. C'est des Comment gros ça? changements à retourner à l'université après Ouais. plus de 10 ans d'absence sur les bancs d'école. Ouais. C'est quoi les défis que tu rencontres jusqu'à date? Tu veux-tu en parler un petit peu? Ben, en fait, je pense que je m'attendais pas à avoir autant de travail ou d'être autant... Comment je pourrais dire? Je veux toutes les faire, les exercices et les travaux. Tout. Ben, c'est bien ça. Tout. Ben oui, sauf que ça demande énormément de temps. Une chance qu'on est toutes pognées chez nous, parce que comme ça, j'ai pas besoin d'excuses pour dire aux gens « Ah, je vais rester chez moi finalement. » J'ai juste besoin de rester chez nous. Oui, c'est ça. Tu n'as même pas besoin d'inventer d'excuses pour faire tes travaux. Mais tant mieux si tu aimes ça. C'est super. Moi, je suis contente d'entendre ça. C'est super intéressant. Puis, shout-out à tout le monde qui retourne aux études. Hein? C'est un bon moment en ce moment. Puis, c'est toujours une bonne chose de retourner aux études pour apprendre des choses. On a toujours de quoi de nouveau à apprendre dans la vie. C'était votre parole sage de l'émission. Oui. Absolument. Puis, Jenny, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Ben moi, je vais vous parler de la première et peut-être seule saison de la nouvelle série de Dexter New Blood. Là, je le dis, puis je commence. C'est New ou c'est True? C'est New Blood? Oui, c'est ça. Dexter New Blood. Dans le fond, c'est la suite de la fameuse série de plusieurs saisons. Oui, qu'on connaît tous. Là, Absolument. Donc, parfait. Ben, merci beaucoup. Et puis, une autre co-animatrice que je vais vous présenter. Bonjour, Lulu. Allô. Lulu, les belles mirettes de ton nom complet, il faut le dire. Hein, c'est très important. Oui, c'est très, 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 très important de dire au complet. Et puis toi, comment tu trouves ça le mois de janvier à date? Parce qu'on enregistre en janvier, fin janvier en ce moment. Comment ça se passe de ton côté? De ton côté de la lune, que je devrais dire?
Moi, encore et toujours, j'échappe au Covid pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Hein, on sait pas ce qui peut se passer au coin de la rue. Hein. Mais c'est ça, janvier, pas évident, janvier, moyen. Je lui donne 4 sur 10 à janvier présentement. Ouais. Mais c'est ça. C'est Et généreux puis, en pour un plus- mois de janvier. Oui. Puis là, évidemment, aujourd'hui, je vais parler. En fait, je suis très triste parce que Betty White est décédée, ok. Donc, Betty White Euh, qui jouait dans Golden Girls. Golden Girls. Fait que ça, je pense qu'on va peut-être faire un épisode spécial avec mon ami Pascal parce qu'on est fan des Golden Girls. Fait qu'on fera. Anyway. Donc là, Betty White est décédée. Puis là, j'étais comme, j'avais envie de regarder un truc qui soit un petit peu old school, tu vois. Et là, Being the Ricardos qui vient de sortir sur Amazon, j'étais comme, ça c'est bien ça. Betty White, Lucille Ball, tu sais, comme des trailblazers de la télé américaine. Ouais. Fait que ce soir, on va parler, en fait, c'est du film, mais plus de Lucille Ball, puis de son influence, en fait, sur la télévision. C'est super intéressant. Je connais pas grand-chose à part le nom, la télésérie. Donc, ça va être très intéressant d'entendre parler de cette grande actrice-là. Oui. Passionnant. Alors, oui, j'ai hâte. Donc, avec ces belles chroniques, c'est super. Moi, je n'aurai pas de chronique ce mois-ci parce que j'ai été, encore une fois, hyper occupée, chargée, mais ça va juste faire que ma prochaine chronique va être encore meilleure au Geekette. Je vais animer le show pour l'instant. J'espère que vous allez trouver ça diversifié. Hey, je ne sais plus comment le dire, ça fait trop longtemps. Que ça va être bien. Ça va être bien ce show-là. Donc, parfait. On va continuer ça avec les nouvelles. Voilà. Alors, on débute nos nouvelles ce mois-ci avec Martine. Oui, ben il y avait Kim Lizotte qui avait sorti son documentaire Allô, voici mon pénis. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ouais. C'est un documentaire sur les dick pics. Il devait sortir en décembre sur Crave. Finalement, il y a eu un problème technique, ça a été repoussé, mais là, il est de retour sur Crave, si comme moi, vous l'aviez manqué. Donc, elle essaie de comprendre le phénomène des dick pics. Elle a des invités quand même très intéressants, tu sais, des psychologues et tout ça, donc pour nous en apprendre plus sur le sujet. Je dirais par contre, moi, j'ai été laissée un peu sur ma faim. Je trouve, tu sais, j'étais comme, c'est juste comme un épisode, j'en aurais pris un peu plus parce que j'aurais aimé ça aller un peu plus en profondeur, mais je le recommande quand même comme documentaire sur Crave. C'est combien la durée de temps? Est-ce que tu sais à peu près? C'est à peu près 1 heure. Ah, ça s'écoute bien, ça. Une petite soirée tranquille. Oui, puis tu sais, on s'entend, on est habitué de connaître plus Kim Lizotte en tant qu'humoriste, mais elle fait un très bon travail là, d'animatrice de ce show-là, puis les entrevues qu'elle mène. Donc, très intéressant comme documentaire, je vous le recommande. Parfait, merci beaucoup. Moi, je continue avec les nouvelles. S'il y a des gens qui veulent faire de la bande dessinée, j'imagine que, hey Martine, toi, tu veux faire de la bande dessinée plus tard, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ça. Écoutez, si comme Martine, vous voulez faire plus professionnellement, là, vous voulez faire de la bande dessinée, il y a une belle opportunité que je suis tombée là-dessus. Ça s'appelle le site web, c'est creatorsforcreators.org. Je vais mettre les liens là, sur notre page Facebook et tout. Dans le fond, eux, c'est en partie, ce que j'ai compris, c'était en partie la maison d'édition Image Comics, ainsi que Iron Circus, qui, eux, font plus de publications indépendantes, là, qui sont moins gros. Là. Quoique Image Comics était au début très, très indépendant. Là. Ils créent une bourse d'une valeur de 30 000 $ pour un BDiste qui aimerait partir son comic, sa bande dessinée. Faut que tu aies un minimum de 60 pages, je crois, à 100 pages, environ 64 pages à 100 pages. Mais quand tu fais, quand tu fais ton application, je pense que tu as juste 5 pages, puis évidemment ta bio et tout là, à fournir, là, ton synopsis de BD. Je trouvais que c'est une super belle opportunité. C'est quand est-ce qu'on, tu sais, que les gens reçoivent une bourse de 30 000 $ pour créer une bande dessinée. C'est assez rare. Je pense que c'est la première fois que je tombe là-dessus. Donc, je trouvais que c'est une belle opportunité. Les gens, ils ont jusqu'au 31 mars. Si toi, à la maison, ça t'intéresse, c'est ouvert à l'international. Moi, je me disais, peut-être c'est juste aux États-Unis. Non, il y a des gens de partout dans le monde qui peuvent appliquer. Évidemment, allez voir là, la réglementation là-dessus, là, sur le site web. Leur site web, je vais le répéter, c'est creatorsforcreators.org en anglais. Puis je vais mettre les liens, évidemment,
tout. Et Fait puis, que ça on va serait 30 000 Oui. US, Fanny? Ben, je pense que oui, parce que c'est Fait encore plus de money. Ben oui, avec le taux de change et tout, c'est encore plus intéressant pour les créateurs. Donc, allez-y, gênez-vous pas, là. Puis, au pire, même si tu gagnes pas, là, ça te monte ton portfolio, ça va monter tu peux par la suite, déposer ton projet à une autre maison d'édition, là. Je dis ça de même, je dis rien. Mais bon, ton projet serait lancé, là. Ton espèce de pitch de BD serait fait, même si tu l'as pas. Donc, allez-y, gênez-vous pas. Donc, je vais continuer les nouvelles avec Lulu. Oui, alors, je joue à très peu de jeux vidéo, hein, à part Tetris, comme on le sait. Et après Noël, il y a eu... Hein? Toi, tu es une joueuse de Tetris, par contre. Là. Moi, j'aime ça, mettre des briques dans des briques. Ok, et donc, après Noël, il y avait la vente sur Steam. Fait que là, je me suis gâtée, j'ai acheté presque tous les jeux que Martine nous avait parlé. Hein. Yes. Fait que là, j'ai commencé Rainbow Billy. J'ai aussi, bref, ok. Et j'ai trouvé un jeu parce que j'aime ça les puzzles. Ça s'appelle Cats in Time. En gros, c'est un jeu de Pine Studio qui est 6 ou 7 $ présentement. En gros, l'histoire, c'est que tu brises une machine à remonter le temps, puis là, tu as tout plein de chats qui tombent dans la machine, et là, il faut que tu ailles chercher des chats. Donc, en gros, c'est juste un décor. Tu as comme une maison au milieu de ton écran. Tu as une maison, tu peux tourner tout autour de la maison, et toi, il faut que tu ailles récupérer des chats. Fait que soit ils sont en évidence, soit ils sont cachés. Il faut que tu résolves des puzzles, dans le fond, géométriques ou autres. Il faut que tu ailles compter les boules violettes. Puis là, dans le puzzle où il te demande combien il y a de boules violettes dans le tableau, tu rentres le numéro que tu as trouvé. Et c'est super relax. Et j'ai vraiment trippé. Puis je suis passée à travers le jeu ben trop rapidement. Fait que là, j'espère qu'ils vont faire des expansions et tout parce que c'est vraiment cute. C'est super relax et tout. C'est pas trop dur. Sur tous les puzzles qu'il y a quand même pas mal de tableaux. Il y a à peu près 200 puzzles. Il y en a qui sont ultra faciles. Là, on s'entend, c'est juste un truc à faire. Tu prends ta souris, puis tu vas d'un point A à un point B. Là, c'est très facile. Mais il y en a qui sont un peu plus difficiles. Il y en a juste 2 que j'ai pas trouvé. Mais parce que comme c'est des trucs d'observation et qu'il faut vraiment regarder partout, peut-être que je savais ce qu'il fallait que je fasse, mais je trouvais pas l'indice qu'il fallait. Alors, il y a un petit bouton où tu fais indice pour t'aider à finir le puzzle que tu trouves pas. Fait que c'était full cute. Fait que je vous le recommande. Ça s'appelle Cats in Time. Puis j'ai aimé ça. Puis j'aime même pas les chats. Fait que c'était full cute quand même. Est-ce que tu peux dire c'est disponible où exactement? Moi, je l'ai acheté sur Steam. C'est un jeu de Pine Studio. Je pense que c'est quand même assez récent comme jeu. Et un autre jeu j'ai acheté de eux, c'était quelque chose d'autre comme une escape room là où des trucs d'indices que tu trouves et des puzzles. Là, fait que c'est comme ça que je les ai trouvés. Fait que... Donc Cats in Time comme chat dans le temps. Chat dans le temps. Ouais. C'est bon. Ouais, parfait. Ouais. Merci pour la recommandation. Et on va continuer les nouvelles avec Jenny. Et en fait, là, moi, considérant la journée à laquelle on enregistre et se rappelant dans l'état qu'on était, la dernière enregistrement, un peu dépité par toutes les mesures qui s'en viennent, puis l'anticipation d'être pogné chez nous, puis tout, ben, j'ai l'honneur et la grande joie de vous dire, à partir du 7 février, allez donc au cinéma. Vous allez pouvoir aller le voir, là, le nouveau Matrice, puis le dernier de Spider-Man. Il est encore c'est le temps. Mais non, mais c'est sûr qu'ils n'auront pas le choix d'au moins les remettre une fin de semaine, là. Allez au cinéma, sortez. Allez faire une petite nouveau sortie. Ghostbuster aussi. Ah, oui, il est excellent film. Là. Il était encore avant Noël, il était encore là, avant qu'ils ferment les cinémas. Fait que c'est ma bonne nouvelle du jour. Allez au cinéma, gang. Super, hey, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est vrai, merci de nous remonter le moral comme ça, Jenny. Et puis, Martine, tu as une autre nouvelle également. Oui, ben une autre preuve que le jeu vidéo prend de plus en plus d'importance. Je ne sais pas si vous connaissez Games Done Quick. C'est un channel qui font du speedrunning. Ben, je suis pas sûre si c'est 2 fois par année ou 1 fois par année. Ils font le Awesome Games Done Quick. Puis c'est un marathon. Ils ont comme plein d'invités de partout dans le monde. Puis ils ramassent de l'argent pour le cancer, pour prévenir le cancer. Puis cette année, ils ont battu un record de dons. Ils ont amassé, tenez-vous bien, 4,3 millions de dons qu'ils ont eu. Fait que ça montre à quel point les gens s'intéressent de plus en plus au speedrunning puis le regardent et tout ça. Puis si vous l'avez manqué, c'est quand même encore disponible sur leur Twitch Games avec un S, Done Quick.
Puis, ce qui est le fun, si vous regardez à partir de votre ordinateur, ils ont vraiment mis par section. Tu sais, tu peux cliquer sur parce que les vidéos durent 24 heures. Là, tu peux aller vraiment voir c'est quel jeu, quelle heure, puis cliquer sur le jeu. C'est intéressant, là, ouais. Oui, qui t'intéresse. Fait que, tu sais, on dirait que depuis une semaine, là, je suis en train d'aller rechercher certains jeux que je veux aller voir. Mais quand même, 4,3 millions, bravo là, d'avoir amassé tout cet argent-là. Ouais, c'est super le fun. C'est vraiment le fun quand il y a des initiatives comme ça qui sont organisées dans le milieu des jeux vidéo pour amasser des dons. C'est une initiative des genres d'initiatives j'ai souvent vues, mais qu'il y en a eu moins des dernières années. Mais c'est le fun que tu nous ramènes ça, là, justement, Martine. Ben merci. Puis je vais aller jeter un petit coup d'œil à ça. Mais avant d'aller jeter un coup d'œil, moi j'ai une nouvelle. Et puis je vais vous parler. Mais c'est drôle parce que dernièrement, j'écoutais un podcast, là, c'est Evelyne et Gabriel font un podcast. Oui! En gros, c'est ça, Martine, tu l'as écouté. Je l'ai pas écouté, mais je veux l'écouter. Je les adore toutes les deux. C'est ça, ben c'est vraiment super bon. En fait, Gabrielle Caron, c'est une humoriste qui est connue pour le podcast Trois Bières, entre autres, mais elle a son amie Evelyne. Evelyne, je sais, c'est pas son nom. Ferron, merci les filles. Qui est une super historienne de fou que j'adore. D'ailleurs, elle fait du tricot, Jenny, Evelyne. Absolument. Ouais, donc c'est ça, une fan de tricot aussi. Mais bref, ils ont fait un épisode sur les Vikings. Puis moi, je connaissais rien aux Vikings, vraiment pinball, là, absolument rien. Là. Puis ça m'a vraiment beaucoup intéressée dans cet épisode-là. C'est l'épisode 15, allez l'écouter. Puis ça m'a vraiment intriguée. Puis ensuite, coup de théâtre, j'ai su qu'elle allait avoir une exposition sur les Vikings au musée de Pointe-à-Calière. Ça s'appelle Vikings Dragons des mers du Nord. Et puis, c'est quand même pas super proche. C'est le 14 avril. Donc, marquez-le à votre calendrier, le 14 avril. Mais moi, ça m'a tellement fasciné, cet épisode-là qu'ils ont fait sur les Vikings, que je me suis dit, c'est sûr, je vais aller écouter ça. C'est organisé en partenariat avec le Musée national du Danemark et puis le Museum Partner en Autriche également. Donc, ça va être vraiment intéressant. Je suis très, très curieuse d'aller voir ça et je vous invite à aller jeter un coup d'œil quand ça va sortir, cette belle exposition-là. Et évidemment, allez écouter le podcast Evelyne et Gabriel font un podcast. Si vous êtes fan d'histoire, c'est super simple. On avait déjà parlé au Geekette, je ne vais pas me répéter, mais tout ceci est bon. Donc, voilà. Donc, on va continuer avec les nouvelles. Lulu, tu avais une nouvelle aussi? Oui, alors c'est pas vraiment des nouvelles, c'est plus des petits shout-outs que j'ai découverts ou que je connaissais mais qu'on n'en a jamais parlé. Je peux pas dire des entreprises là, mais des initiatives québécoises. Fait que la première, je vais juste aller ici, c'est un site internet qui s'appelle apéroazero.ca. Fait que c'est vraiment tout attaché, apéroazero.ca. Et donc, c'est un site où vous pouvez avoir tout plein de boissons non alcoolisées. Fait que si vous, comme moi, vous buvez pas d'alcool ou peu, moi j'ai peu d'alcool dans mon cas. En fait, c'est la dame qui a ça, en gros, elle fait des cocktails, elle vous liste des alcools sans alcool. Fait que de la bière, des spiritueux comme des gins, etc. Donc, des petits avis. Je trouve ça très intéressant. Fait que c'est vraiment un blog pour les gens sobres, dans le fond. Ouais, mais c'est full cute, puis c'est ça, c'est très avenant. Mais le mois de février s'en vient, puis souvent, il y a je sais pas c'est quoi le terme, Sober February ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de gens qui décident de ne pas boire d'alcool durant le mois de février parce que c'est le mois le plus court de l'année. Donc, ça peut être une bonne ressource. Il y a une fondation au Québec aussi qui font le 28 jours sans alcool là, pendant le mois de février aussi. Jean Lapointe, je pense. Jean Lapointe, je pense, ouais. Fait que si vous faites le mois sans alcool ou que vous êtes comme moi, vous ne buvez pas beaucoup d'alcool, vous pouvez aller voir là. Puis il y a toutes les listes. Vous pouvez voir plein de différents, je dis alcool là, mais bon, alcool sans alcool, là, plein de boissons, plein d'idées là-dessus. Et la deuxième initiative, mais là je pense que c'est quand même une compagnie, ça s'appelle Les Affûtés. Fait que en gros leur slogan, je sais pas, c'est pas un slogan. Anyway, c'est la communauté de ceux qui font avec leurs mains. Donc, en gros, c'est des ateliers. Fait que tu vas là, c'est des ateliers en général de 3 heures. Il y a des ateliers où c'est plusieurs ateliers d'affilée pour faire un gros objet, par exemple. Donc, il y a tout, il y a du bois, travailler du bois, du tricot, de la couture, il y a du zéro déchet, du vélo, des rénaux, du cosmétique. Par exemple, comment faire ta luge en bois. Fait que là, tu vas là, on te donne le bois, puis là, tu fais ta luge et tu pars avec ta luge au bout de 3 heures.
Tu as aussi, par exemple, des ateliers de réparation de petite électronique ou comment poser son carrelage. Enfin, que des trucs vraiment plus ou moins simples, mais qui sont très pratiques dans la vie de tout le temps. Il y a, par exemple, un cours comment faire ton jeu d'échecs. Fait que ça, évidemment, c'est plusieurs cours. Fait que là, tu fais la base de ton jeu, puis les petits pions. Donc, c'est environ 60 à 70 $ par atelier en général. Puis, il y a 2 locaux, un dans la petite Italie, puis un dans le village. Le côté nouvelle, c'est que là, pour la Saint-Valentin, ils proposent un cours de bois, fait que de menuiserie, comment faire son dildo. Alors, si vous voulez apprendre à faire un dildo en bois, c'est avec les affûtés que ça se passe. Je vous invite à aller voir leur site internet. C'est très intéressant pour plein de différents crafts. C'est toujours pratique d'avoir un dildo en bois dans notre chambre à coucher. Et elle dit que c'est sans écharde parce qu'elle montre comment faire la finition sans écharde. Alors, c'est verni et tout, là, ça rigole pas. Sécurité c'est vraiment drôle. C'est super drôle. J'aime beaucoup ça. Merci beaucoup de nous avoir partagé cette excellente nouvelle-là. Parfait. Ça m'a tout déconcentré. Regarde ça. Non, mais vous pouvez aussi aller faire une luge. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire le dildo. Ah ouais. Tu pouvais faire aussi une petite chaise en bois pliante, tu sais, pour aller l'été, aller faire ton apéro à 0 l'été dans le parc. Tu vas avec ta petite chaise que tu as fait chez les affûtés, tu vois. Ben ouais, c'est pratique. Les affûtés. Parfait. On va aller voir ça. Et puis, Jenny, tu as une autre nouvelle pour nous? Ben, en fait, c'est 2 sorties de séries qui sont arrivées un peu avant Noël. Ou après Noël, en fait, pour la deuxième. En fait, bien entendu, le livre de Boba Fett ou The Book of Boba Fett est finalement disponible sur Disney+. Je pense qu'ils sont rendus à la 4e épisode. J'en ai écouté 2. C'est un peu plus politique que Mandalorian, j'ai trouvé, mais l'ambiance est là. Si vous aimez l'ambiance Star Wars et tout, vous allez trouver votre compte. Ça, je suis pas inquiète. Puis j'ai aussi eu une suggestion par hasard que j'ai trouvée sur mon téléphone. Je crois que je scrollais sur Just Watch, puis je regardais ce qui se présentait. Puis j'ai commencé la série, ça s'appelle Station 11. C'est un truc post-apocalyptique que je vais garder en mémoire pour peut-être vous faire une critique. J'en suis à la 4e épisode sur les 8 et c'est excellent. Voici mes conseils télé. Puis Station 11, tu te rappelles c'est sur quelle plateforme? C'est sur Crave. OK. Celui-là, il est sur Crave, ouais. Super, merci beaucoup. Et puis on a une autre nouvelle, il me semble, Martine? Ben oui, écoute, c'est parce que quand j'ai vu ça passer dans les nouvelles de Radio-Canada, quand même, là, c'est sérieux. Là. Oui. C'est parce que c'est un lien avec le dernier épisode où j'ai parlé par hasard, j'ai fait du Tamagotchi dans ma critique. Ben, Colin, Tamagotchi fête ses 25 ans. Ben, je me suis dit, il faut le souligner. Que quoi? Ben oui, puis saviez-vous que en 97, quand c'est sorti, c'était le cadeau qui avait été le plus populaire au Québec à Noël. Ouais, est-ce que vous en aviez vu un? Vous en aviez eu un, vous, Tamagotchi? J'en ai jamais eu un, je l'ai toujours eu sur le cœur. J'aurais tellement été jalouse de vous. Mais moi, je pense que j'en ai eu cheap. 2. J'ai eu un vrai puis un cheap, moi. C'est ça, il y avait des pas vrais Tamagotchi, mais ça faisait la job, là. C'était bien correct. Ah, je me demande si ça se trouve trouve-tu encore chez Retro MTL, Martine, des Tamagotchi? Non, on n'a pas ça chez Retro MTL, malheureusement. Mais quand j'ai vu la nouvelle des 25 ans, je me suis dit, ben, il nous faut une sélection. Oui! Ben, certainement, c'est super nostalgique, ça va vraiment... Ouais, moi, j'en parlais à Fred, là. Je vais m'occuper de ça, là. Parfait, ben écoutez, ça termine nos nouvelles des geekettes pour ce mois-ci. Non. Il y a une nouvelle super... Ben non, écoute, il y a une nouvelle super importante, sûrement la plus importante. Jenny et Lulu sont invités quelque part. Je vous cède la parole. Oui, Brad Pitt nous a écrit, il a dit là, on fait un party, ça serait le fun que vous veniez, on vous envoie le jet et tout. Non, c'est ça, on va être au Geek Contre-Attaque. Est-ce que c'est le bon titre? Oui, l'émission radio Les Geeks Contre-Attaque à CKRL, la radio de Québec. On enregistre. Oui, hein, j'ai beaucoup d'informations. En fait, nous, ça va être l'épisode qui va être diffusé le 12
le 12 septembre. Ouh là là, Ouf! je fais un Eric, la joie de ma personne, et je me mélange dans les dates. Non, c'est le 12 février. Dans le fond, c'est diffusé en direct à la radio à midi, je crois, ou en début d'après-midi. Mais vous avez la version complète de la diffusion qui va être disponible sur YouTube juste après, donc le samedi après-midi. Là. C'est Ouais, On va super pour la probablement mettre ça sur les liens sur le Facebook Ouais. des Geekettes, j'imagine. C'est ça. Mais on va Fanny tous et moi, on partager était ça. C'est ça, Fanny et moi, on était déjà allés. Fait que maintenant, c'est au tour de Jenny et Lulu de nous représenter à la radio de Québec. Vous allez bien faire ça, les filles, j'en suis certaine. Quel bon Donc, choix. Oui, J'ai très hâte. oui. Parfait. Bon, ben, ça termine pour vrai, les nouvelles des geekettes. La librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de la vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. Ma très chère Martine, Oui, c'est moi. alors, tu vas nous parler de pas un, pas deux, mais bien 3 jeux vidéo que tu as essayé durant le temps des fêtes, puis tu vas nous en parler. Vas-y! Ben oui, écoute, je me suis dit, je savais pas duquel parler, puis je vais m'inspirer de la grande Lulu. Quand elle nous parle de films, elle nous fait des top 3, des top 5, puis je me suis dit, écoute, si Lulu peut le faire, je peux aussi. Fait que je me suis laissée tenter par son modèle de chronique. Fait que je vais aller un petit peu moins en détail que d'habitude, juste des jeux que j'ai appréciés, que vous devriez jouer. Donc, ben, c'est ça, tu sais, Lulu, tu le rajouteras à ta liste de jeux que tu disais que je t'avais inspiré. Le premier s'appelle The Last Campfire. C'est parce qu'on a acheté un nouveau iPad, puis tu as le droit à Apple Arcade pendant 3 mois gratuit. Je me suis dit, ta caillette, je vais aller voir quel jeu qu'il y a là-dessus. Puis, c'est aussi disponible là, sur Steam, Switch, PlayStation, Xbox One et tout le tralala si jamais vous n'avez pas Apple Arcade. C'est développé par Hello Games, un studio indépendant d'Angleterre et c'est sorti depuis 2020. Donc, c'est vraiment un jeu d'aventure et de puzzle basé sur une trame narrative qui prend quand même beaucoup de place là, dans le jeu. C'est une petite braise perdue, piégée dans un casse-tête et elle cherche un moyen de retourner chez elle. Et évidemment, elle essaiera aussi de sauver d'autres petites braises qui sont prises de ce casse-tête-là. Donc, le visuel, il est très accrocheur. C'est un univers 3D. Il y a beaucoup de couleurs bleutées. Puis, ça rappelle quand même les animations là, de Pixar là, dans le look. Là. C'est vraiment des très, très belles animations. Donc, on se promène dans ce petit univers-là, puis quand on touche à des braises qui sont prises dans le casse-tête, ça nous amène un peu comme dans leur tête, si tu veux. Puis, il y a comme les puzzles à faire. Puis, ce que j'ai apprécié surtout, c'est que je trouvais que les casse-têtes étaient bien balancés. Tu sais, c'est pas trop facile, mais c'est pas non plus extrêmement difficile. Tu sais. Oui, tu dois lui réfléchir une petite minute, mais tu ne resteras pas bloqué pendant 30 minutes là, à la même place. Puis l'histoire est cute. C'est très, très, très relaxant. Là. Souvent, je jouais à ça dans mon lit avant de me coucher. Là. Fait que, belle petite histoire, beau visuel. Gâtez-vous avec The Last Campfire. Si vous aimez les jeux de casse-tête, vous allez l'apprécier, c'est certain. Le deuxième, pour les filles qui le voient à l'écran, seulement vous, mais vous le verrez sur la photo Facebook, Trigger Witch. C'est un jeu qui est sorti physique sur Switch et il reste quelques copies chez Rétro Montréal au moment où on se parle, mais peut-être que quand ça va sortir, il n'en restera plus. Donc, dépêchez-vous. Un peu de pression. Oui, exactement. C'est développé par Rainbite. C'est, ou encore une fois, un studio indépendant, cette fois-ci de Nouvelle-Zélande, disponible sur tout, là, Switch, PlayStation, tout le tralala. C'est sorti cette année, en 2021. C'est un jeu d'action, d'aventure au look 16 bits. C'est très, très, très inspiré de Link to the Past. Donc, tu sais, c'est un monde ouvert, top-down, où tu te promènes, puis après ça, tu rentres dans des donjons qu'il faut que tu réussisses à finir le donjon complet pour avoir un objet pour te permettre d'aller plus loin. Là. Vraiment très inspiré de Link to the Past. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir une petite épée, c'est un twin stick shooter.
Donc, ta sorcière, parce que oui, tu es une jeune sorcière et les sorcières ne sont plus capables de faire de magie. Fait que elles sont ouais, exact, ils ont perdu leur pouvoir magique. Elles sont donc devenues des spécialistes des armes à feu. Fait que là, OK, exact. je suis. Fait que là, toi, tu es une jeune sorcière, c'est ton initiation. Donc, il faut que tu montres que tu es assez habile avec les armes à feu pour pouvoir devenir une vraie sorcière de ce monde. Même si c'est des fusils, c'est un monde extrêmement coloré. C'est des ennemis de couleur cute. Puis, quand tu les tues, ben, ça se transforme en petits cristaux vraiment cute. Là. Fait que, C'est même vraiment beau, le visuel que tu nous as montré, la pochette. C'était très mignon, là. Oui, c'est ça, exactement. Là. Fait que Comme même du si... beige, du bleu, du mauve, là, c'est très... avec un gros gun, quand même. Oui, c'est ça, mais c'est très, très, très coloré. Tu sais, c'est ça, c'est cute. Je fais pas beaucoup de twin stick shooter, fait que c'est parfait si vous êtes comme moi, le débutant là-dedans. Tu n'as pas besoin d'être capable de jouer un Call of Duty là, pour être capable de tirer du gun là-dedans. Là. Tu pèses sa gâchette, ça shoot, tu t'amuses. Je te dirais même que ceux qui sont plus adeptes du genre, justement, c'est une critique qui disait que c'était peut-être un peu trop facile puis pas assez poussé. Moi, au contraire, j'étais atteinte de la COVID à ce moment-là et c'était le niveau de jeu parfait pour moi. Fait que comme COVID approved. Exact, COVID approved. Quand votre cerveau fonctionne pas, tire du gun. Hein? Une fois de temps en temps, tu vas pouvoir améliorer tes armes. Comme dans Link to the Past, il y a des petites zones cachées sur la carte que tu vas pouvoir trouver des upgrades pour tes fusils. C'est un rythme très rapide de jeu. Par contre, des fois, c'est un peu brisé parce qu'il y a beaucoup de texte. Fait que, oui, c'est comme super rapide, t'es full dans l'action, puis là, après ça, tu peux te taper 2 minutes de texte à lire. Fait que je vous dirais que des fois, je faisais juste skip, là, parce que j'étais comme tannée de lire un peu l'histoire. Mais globalement, je l'ai beaucoup apprécié parce que je l'ai choisi dans mon top 3 des jeux que j'ai fait pendant que je ne pouvais pas sortir. Fait que c'était quand même très bien. Je vous le recommande. Est-ce que tu peux juste répéter le titre? Oui, Trigger Witch. Et mon grand favori, c'est une très belle surprise. J'ai sorti mon Super Nintendo et j'ai sorti Opération Logic Bomb. Donc, sorti en 93 et développé par Jaleco. Ce qui est le fun, c'est que si vous êtes des gens qui n'ont pas cette belle cassette, vraiment le fun à jouer, il est maintenant disponible sur le Switch Online. Ils l'ont sorti dans les jeux Super Nintendo. Donc, pas cool, d'excuses. Oui, exact. T'sais. Fait que vous pourriez jouer sur votre Switch. Un jeu très, très action. Encore une fois, c'est un jeu de fusil vu par en haut. Tu es dans un monde futuriste. Puis là, on s'entend, là, au Super Nintendo, les histoires n'étaient pas très, très développées. Fait que c'est un monde futuriste où des extraterrestres qui sont des genres de crabes mécaniques et des robots humanoïdes ont pris possession d'un laboratoire. C'est comme ça que je pourrais vous résumer ce que j'ai compris de cette histoire-là. Une histoire simple, là. C'est straight to the point. Fait que tu rentres là-dedans, tu tires ces robots. Puis, ce qui est bien le fun, c'est que des fois, tu arrives, il y a comme des endroits où tu peux te connecter, puis tu vois ce qui s'est passé dans le passé. Fait que c'est super cool parce que, tu sais, dans les jeux du genre, tu sais, il faut que tu apprennes les patterns des boss. Ben là, comme tu vois ce qui s'est passé, tu sais comment que le boss agit déjà. Fait que tu as déjà une idée de quelle arme tu devrais prendre, où est-ce que tu devrais te positionner dans le tableau. Parce qu'on va se le dire, tu as seulement 3 vies puis pas de continu. Fait que c'est cool qu'ils te montrent un peu d'avance comment les boss plus importants réagissent. Le bon vieux temps. Oui, exact. Puis, tu sais, mais c'est un jeu qui se fait... Tu sais, j'ai fait 4 runs pour être capable de le finir. Fait que, tu sais, c'est pas... Tu t'apprends rapidement les patterns, puis ça prend à peu près 45 minutes à 1 heure faire une run. Fait que, tu sais, ça se fait très bien. Là, je vous le dis tout de suite... Moi, à ma première run, je ne savais pas que si je maintenais les gâchettes L et R, un ou l'autre, ben ça maintient ton sens dans lequel tu tires ta balle. Fait que je tirais un peu partout, j'arrêtais pas de mourir. Je me disais, mais c'est bien trop dur, ça n'a pas de bon sens. Jusqu'à temps que je comprenne que tu peux tenir le... Tu sais, si tu shoots en hexagonal, tu peux tenir le R et là te déplacer dans tous les sens. Puis une fois que j'ai compris ça, là, le jeu allait bien.
Puis, il y a aussi plusieurs des nouveaux guns, sont toutes le fun. On a aussi des objets qui vont nous aider à avancer dans l'aventure. Mais ça a vraiment été une super belle surprise. J'ai fait une première run, je suis morte, puis j'ai tout de suite voulu recommencer. Puis le lendemain, je l'ai refait pour passer au travers du jeu. Donc, c'est simple, c'est efficace. J'ai adoré. Moi, j'apprécie beaucoup ton truc que tu donnes aux auditeurs qui vous donnent des trucs de même au Geekette sur un jeu de Super Nintendo. Peut-être le podcast Rétro Nouveau des fois, mais au Geekette, en ce moment, on vient te le dire. Là. Donc. Oui, exact. Puis c'est là que je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas lu le manuel d'instruction? Parce qu'à chaque fois que je rejoue à un jeu de Nintendo, Super Nintendo, on s'entend, il n'y avait pas beaucoup de pitons à l'époque. Fait qu'il faut, souvent, il y a comme des combos de boutons. C'est long avant que tu les découvres. Fait que maintenant, j'ai pris l'habitude d'aller lire le manuel d'instruction avant. Puis celui-là, je ne l'ai pas fait. Mais j'aurais dû. Puis c'est bien trop dur. Puis j'ai regardé sur YouTube. Je me suis dit, comment il fait, là, lui, là, pour garder son fusil aligné? Puis là, ben, c'est ça. Ça m'a débloqué. Des bons vieux manuels d'instruction. Donc, c'est quoi le titre déjà de ce jeu-là? Opération Logic Bomb. Et je rappelle qu'il est disponible sur le Switch Online. Parfait. Ben merci. C'était tes 3 jeux? Ben oui, c'était rapide, hein, quand même. Fait que c'était format parfait. Lulu, mais en accéléré. Ben c'est correct. Moi, je trouve ça bien intéressant comme format. Ça fait changement aussi, même que je suis en train de me dire que je préfère ça à un format Lulu avec la BD, là, quand je veux juste pas nécessairement aller vraiment dans une critique sérieuse et plus approfondie d'une BD. Je veux juste en parler rapidement de ce que j'ai lu puis dire voici ce que c'était. Si c'était bon, va le lire. Je trouve que c'est une bonne idée, ça, Martine. J'approuve ça. C'est Geekette approved. Puis Lulu a fait plein de faces depuis tantôt. On l'a name The drop. shade of it all. C'est un hommage, Lulu, à toi. Oui. Ben oui, c'est pas. Qui aime bien châtie bien, comme on dit. Donc voilà, ça termine ta chronique, Martine? Ben bien sûr. Parfait, ben merci beaucoup. Qui d'autre que numérique.ca pourrait bien réaliser votre site web? 2 décennies de développement et de création devraient suffire à vous convaincre. Quel que soit le secteur d'activité ou le budget, notre motivation est la même, celle d'innover et de dénicher le concept qui vous propulsera vers le succès. Pour les budgets plus modestes, nous offrons des sites web à partir de 750 $. Pour la réalisation d'un projet plus ambitieux ou pour le développement d'applications web, nos professionnels vous guideront dans votre démarche. Pour en connaître davantage sur nos services, visitez le numérique.ca ou communiquez avec nous au 418 335 0804. Alors, Jenny, tu es de retour parmi nous? Bien sûr! J'en manquerai pas une! Excellent, super! Aucune pression, tu viens quand tu veux. Aucune occasion que je vais pouvoir prendre, je vais pas... Bref. Oui, on se comprend. Je manquerai pas ma chance de pouvoir venir parler de choses intéressantes. C'est ça que je veux dire. Parlant de choses intéressantes, tu vas nous parler de Dexter New Blood, qui est diffusé sur Crave, en fait, en ce moment. Absolument, absolument. Dans le fond, c'est sorti les premiers épisodes ont sorti un peu avant Noël. J'ai pas noté la date de la première épisode. Bref. Dexter New Blood, c'est la suite directe de la série Dexter qui a été que pas mal tout le monde connaît, qui a eu 8 saisons de 2006 à 2013, puis qui s'est terminée de façon... je pourrais dire que les fans n'étaient pas nécessairement très contents de la façon que ça s'est terminé. La nouvelle série met en scène, bien entendu, Michael C. Hall. Je vais y arriver un jour, je vais dire les noms de façon comme experte. Il n'y a jamais personne qui est capable de dire les noms. Ça sonne toujours bien dans notre tête, mais quand on le dit au micro, ça sonne... Je me parle avec une patate dans la bouche. Bon, bref. Bien entendu, Michael C. Hall dans le rôle de Dexter Morgan ou Jim Lindsay. Et Jim Lindsay, bref... La série, elle se déroule 10 ans après le fameux ouragan dans lequel Dexter Morgan est décédé. On s'entend, il n'est pas vraiment mort parce qu'on le retrouve. C'est ça, on le retrouve sous le pseudonyme. Ben oui, hein, mais hey, c'est comme la série s'appelle avec son nom, mais il n'est pas dedans. Donc, 10 ans plus tard, c'est ça, on le retrouve sous le pseudonyme Jim Lindsay dans le petit village de Iron Lake. C'est un petit village qui est situé au nord de l'État de New York.
C'est d'ailleurs dans ce petit village-là qui s'est établi et qui tente de contrôler son Dark Passenger, comme il appelle si gentiment, en respectant une routine serrée, en essayant de vivre vraiment une vie très, très structurée. Une vie bien tranquille, travaille comme commis dans une boutique de chasse et pêche, il s'implique dans la communauté comme un bon citoyen exemplaire. Est-ce qu'il y a une chemise carottée? Hey, pour vrai, c'est le genre de détail. Oui, sûrement, oui. Je vais dire oui. Hein? Je vais dire que c'est sûr qu'il y a au moins une scène, mais c'est vraiment pas le genre de. Les vêtements, c'est pas les détails qui m'accrochent, je te dirais. C'est souvent plus les interactions entre les personnages. C'est correct, mais je lui pardonne si jamais il n'y avait pas de chemise carottée. Là. C'est correct. Mais probablement, mais en même temps, il n'est pas au Canada, il est encore aux États-Unis. Fait que. C'est vrai. Stéréotype du gars dans la cabane. Ouais, mais il est dans le Vermont ou dans le Maine, apparemment. Ouais. Quand il était à Miami, il avait des chemises à fleurs. Hein. Ah, absolument. Mais probablement, tu sais, je dis ça, mais il y a au moins un dossard de chasseur dans une scène. Correct. Ça va? Oh, ouais. Ça compte. Ça compte-tu? Ouais. Bon, bien sûr, on trouve d'autres acteurs dans la série. On retrouve, entre autres, l'actrice Jennifer Carpenter qui incarne le spectre de Deborah Morgan, qui est la sœur de Dexter, en fait. On se rappelle qu'elle est décédée dans la série principale. C'est pas un spoiler, là. Je veux dire, c'est un personnage qui décède et que ça fait toute une tollée autour de ça. Dexter, il en revient comme pas. Martine, elle vient de nous montrer à l'écran un Dexter avec une chemise carottée bleue. Parfait. Ouais. C'est bon, c'est ça qui s'est passé. Je comprenais pas, c'était flou un peu. Bref, ce que je disais, c'est que Jennifer Carpenter revient dans le rôle de Deborah Morgan, mais en fait, c'est comme le spectre de Deborah Morgan qui joue un peu aussi la conscience de Dexter, qui est comme le petit ange sur son épaule, qui essaye de le ramener sur le droit chemin qui s'était créé là, pour contrôler son Dark Passenger. Dans la série, on trouve aussi un autre personnage qui est quand même assez important, le personnage de Angela Bishop, qui est joué par Julia Jones. Je l'avais jamais vu, j'ai pas remarqué que je l'avais vu dans d'autres séries, mais ah oui, je pense qu'elle jouait dans le Mandalorian un épisode, saison 1. Bref, c'est la chef de police de Iron Lake, qui est aussi la petite amie de Jim Dexter. Jim. Elle enquête, entre autres, sur la disparition suspecte de nombreuses femmes dans la région. C'est pas une enquête officielle, parce que c'est plus comme une intuition qu'elle a. Parce qu'à l'époque, quand elle était plus jeune, adolescente, je pense, sa meilleure amie a disparu. Puis elle est convaincue qu'elle n'a pas juste disparu. T'sais, pour elle, ça fait pas de sens qu'elle a juste comme changé de vie, qu'elle a quitté Iron Lake, qu'elle a juste... Fait que c'est comme un... Puis elle a découvert qu'il y a plusieurs autres femmes qui ont disparu dans la région. Pas nécessairement des locals, là, pas nécessairement des gens qui habitent la région, mais des gens qui sont de passage. Fait qu'elle enquête un peu là-dessus. C'est comme une autre enquête qui est un peu parallèle à la... C'est personnel, cette fois. Oui, absolument. Là, c'est comme une vendetta personnelle contre... Elle ne sait pas si c'est juste... Elle essaie de trouver un sens à ces disparitions-là. C'est sûr que la série, ça change énormément de décor de la première série de Dexter, là, avec on passe du gros soleil, les chemises fleuries, Miami, tout est merveilleux, à un village reculé dans le bois, sous la neige, des cabanes en bois rond, des cabines dans le bois, de la chasse, c'est très chemise en flanelle. C'est tout des fois, tu regardes, tu es comme, mais est-ce que c'est vraiment l'hiver? Pourquoi vous n'êtes pas plus habillés? On dirait qu'il y a comme il y a des bouts que je me reflétais pas. J'étais là, toi, t'as pas ta tuque. Il me manque une tuque. Bien entendu, dans ce petit village tranquille sous la neige, il se passe quelques situations qui sortent Dexter de sa petite vie bien contrôlée. Entre autres, puis c'est pas un divulgue gâcheur, parce qu'on le voit dans la bande-annonce officielle. À la fin du premier épisode, on introduit le personnage de Harrison Morgan, le fils de Dexter. Et ça, c'est un événement qui vient tout chambouler. On a le droit à des scènes de Dexter qui essaie d'être un bon père, et puis d'une espèce de... Il était absent de sa vie pendant 10 ans. Il y a comme l'espèce d'adaptation à essayer de trouver entre les deux là-dedans, qui est quand même assez intéressant. Il y a même une scène dans un bureau de psychologue qui est vraiment fâchante parce que t'es comme...
Dexter, brasse-toi, fais quelque chose, ton fils s'ouvre. En tout cas, cette scène-là, je la trouvais quand même. Est-ce que son fils est un adolescent? Oui. OK. Il est joué Faut par mettre Jack Alcott. C'est un adolescent, il va à l'école secondaire là-bas. Il a comme une vie d'adolescence typique, là, avec les sports à l'école. Il s'y joint à la communauté. Il y a comme cette partie-là est quand même le fun, là. C'est sûr que la série est évidemment teintée de drame, de meurtre, de suspense. Ça serait pas un Dexter s'il n'y aurait pas au moins un mort, tu sais. Mais je vais pas vous dire c'est qui. Il faut voir la série. Si vous connaissez les personnages, le concept de la série, je pense pas nécessaire d'avoir vu les 8 saisons de Dexter pour avoir du plaisir dans la série New Blood. Dans sa globalité, j'ai vraiment bien apprécié. Il y a des petits twists qui m'ont surprise, là. Il y a, entre autres, la scène où Angela Bishop elle va dans une conférence de policiers. Puis là, il y a un petit clin d'œil là, que j'ai trouvé... J'ai peut-être un peu crié seul dans mon salon de surprise et de bonheur de voir ce qui se passait. T'sais. Fait que il y a juste un épisode que j'ai trouvé qui était un peu plus plate. Ben, pas plate, c'est pas le bon mot. Un peu moins chargé en émotions, je vais dire. Qui était plus neutre, qui était plus... un peu filler dans l'impression que ça me donnait. Il n'y a pas eu de drame, il n'y a pas eu de... Cet épisode-là, je suis sortie là, puis j'étais comme... Mais sinon, surtout les épisodes, un seul que j'ai trouvé plus je trouve que ça s'écoute super bien, puis je le recommande à tous les fans de crimes et de séries policières. Toi, est-ce que tu les avais vus, les 8 saisons de Dexter? Oui, quand ça l'a sorti, mais c'est un peu parti de mon cerveau. Fait qu'il y a probablement beaucoup de clins d'œil que j'ai pas compris tout de suite, ou il a fallu que quelqu'un m'explique pour que je fasse comme « Ah, ben oui, ça fait du sens, je comprenais pas. » Parce qu'il y a des scènes qui reparlent de certaines personnes que Dexter a tuées dans la première saison. Il y a comme des clins d'œil à la série précédente, des images aussi de la série précédente. Fait, mais tu comprends que ça fait partie de sa vie passée puis que c'est un clin d'œil à ce qui s'est passé dans l'autre saison. Mais tu sais, c'est sûr que là, en ce moment, il n'y a rien qui indique qu'il va y avoir une saison 2. Personnellement, ça me change. Je préférerais que ça reste comme ça. Je trouve que c'est une belle façon de boucler la boucle, que ça termine bien. Puis ça donne un peu un... Les fans étaient déçus de la fin de la première saison. Puis c'est comme une espèce de façon pour la production de se reprendre puis de donner aux fans un peu une vraie fermeture sur la saga que c'était, même si c'est complètement une autre série, là, parce que ça n'a pas le même nom, puis c'est pas... c'est à la même sauce, là. On va pas dire que c'est des pommes et des oranges, là. C'est vraiment... c'est dans le même panier. C'est le même genre, là. C'est le même genre, mais ils essayent de faire ça, que ça se tienne tout seul, cette saison-là. À voir. Va-t-il avoir une saison 2? Va-t-il pas avoir une saison 2? Ouais, qui sera dans la saison 2? Qui sera là? On le sait pas. Fait qu'on attend. Tout dépend du diffuseur, du producteur, de toutes ces grosses équipes-là. On verra. Est-ce que j'avais une autre question pour toi, Jenny? Moi, j'ai jamais vu Dexter. Je connais zéro ça. Est-ce que je pourrais écouter cette Dexter New Blood? Ben, absolument. Tu connais le concept de c'est un tueur en série. Mais qui tue des mauvais gars. Des mauvaises personnes. Peu importe la personne. À la limite, le personnage, j'ai même réexpliqué, puis tu peux comprendre un petit peu. Fait que c'est juste comprendre le c'est quoi le mot que je cherche? Juste comprendre l'excitation puis les caractéristiques qui étaient intéressantes du personnage puis de la série, c'est suffisant pour avoir du plaisir à écouter celle-là. Il y a peut-être des petits clins d'œil que tu vas peut-être moins comprendre, mais c'est tout, là. C'est pas la fin du monde. Ça se tient seul, là. C'est stand-alone, là, sans problème. Puis j'aurais une question pour Martine, notre amateur de True Crime au Geekette. Est-ce que tu avais déjà écouté ça, Dexter? Oui, ben la première saison, même quand je l'avais commencé, c'était presque pas connu, puis j'avais vraiment trippé sur la saison 1, tu sais, justement, moi qui capote là-dessus. Mais tu sais, je pense que j'ai arrêté à peu près à 4,
Parce que j'étais comme, OK, c'est rendu n'importe quoi, là. Fait que j'ai pas du tout vu la fin, là, tu sais. Il me manque c'est soit 4 ou 5 là, que j'ai arrêté. Fait que je te dirais que j'ai aimé les 3 premières saisons, puis après, j'ai décroché. Mhm. Donc, Moi, on me demande pas mon avis, mais je vais Lulu? le donner quand même. Fait que moi, Dexter, j'ai regardé genre 4 épisodes parce qu'en fait, j'avais lu des livres. Fait que là, livres? on peut dire que j'ai fait le côté intellectuel, tu vois, du travail. attends, est-ce que c'était des romans à la base, Ouais. Dexter? Oui, fait que Ah, ok. j'ai lu plusieurs des livres parce qu'en fait, je voulais voir la série, mais je me suis dit, il faut que je lise les livres avant. Alors, j'ai lu plusieurs livres, je ne les ai pas tous lus. J'en ai lu Ouais, peut-être t'es ce 3. genre de fille là, qui va lire le Ouais, livre tu vois, avant. dans le temps où je faisais mes devoirs avant d'arriver pour enregistrer Moi, un j'aime podcast. mieux le livre, j'aime moins la série. C'est un peu mon genre, j'aime ça faire ça. Là, Puis, je savais même pas qu'il y avait des livres. On dirait que là, j'ai envie. Ça va peut-être être ma prochaine lecture. et après ça, Ben tu te ouais, demandes ben pourquoi on ne demande pas ton opinion. Ben, je suis désolée. C'est ça. Fait que c'est ça. J'en ai vu quelques-uns, puis après j'ai décroché parce que c'est du long format, c'est 40 ou 50 minutes, puis c'est trop long pour moi. C'est ça. Chacun C'était son genre. ma c'est ça. tranche de vie, tranche de pain, je suis désolée. C'est Voilà. sûr que c'est de l'implication. Ça reste toujours bien 8 saisons de. Je pense que c'est 150 10. épisodes chaque. Là. Ouais. C'est quoi, 24 à l'époque? C'était 20-24 épisodes. Ah, ça se peut que ça Ah, s'est c'est long monté quand jusque-là de 45 minutes. Ah! Puis oui, c'est des. C'est Là, une longue... j'ai ouais. même pas regardé. Je pense que c'est 8 ou 10 épisodes, là, la New Blood. Fait que Ah, c'est c'est quand correct, même, ça. ça s'écrit quand même, ça s'écoute quand même assez bien, là. Parce que oui, maintenant c'est 8-10 épisodes, mais dans le temps. Mhm. Moi, de mon temps, les séries, c'était 24 épisodes. 22 épisodes. C'est vrai, dans le temps de oublie, hein. Lost pis tout ça, là. Ouais. C'est ça, c'était longtemps. C'est 10 épisodes. Je viens de vérifier. Je vous confirme. Super. Hey, Jenny, pour conclure ta chronique, je vais te laisser faire la conclusion. Ben, en conclusion, si vous aimez le sang et le crime, gâtez-vous. Sinon, vous allez survivre même si vous l'écoutez pas. C'est pas grave. Disponible sur Crave, c'est tout ça? Disponible sur Crave, ouais. Toute la Parfait. saison, tous les épisodes sont disponibles sur Crave. Excellent. Ben, merci beaucoup, Jenny. Encore une fois, on se couchera pas. On va avoir de la misère à dormir. Oh, le premier épisode est pas si tant que pire. ça. OK. Ah C'est non, bon, j'ai rien parfait. dit. Écoutez-le, là, vous allez le savoir. C'est bon. Parfait. Merci beaucoup. Hey, tu savais-tu ça que les Geekettes ont maintenant un Patreon? À partir de 2$ par mois, tu peux avoir accès à du contenu exclusif des Geekettes. Il y a des entrevues, le podcast des Geekettes secrètes et plein d'autres affaires. C'est au patreon.com/geekette, geekette avec un S à la fin. Et on a toujours notre bouton PayPal si tu préfères nous donner un montant fixe de ton choix. Le bouton est sur notre site web au geeketteavecunS.ca, geeketteavecunS.ca. Alors, pour commencer ta chronique, Lulu, il y a Martine qui pensait qu'on parlait d'autre chose. Mais tu vas parler du film Being the Ricardos avec Nicole Kidman qui est disponible sur Amazon Prime. C'est pas Ricardo, le cuisinier. Ne pas confondre avec le documentaire Being de Ricardo. Mais- My Tiramisu Story. Mais moi, je pensais que c'était genre c'est un truc comme pour que toi, tu sois being Ricardo, tu sais. Ça serait écœurant. Il devrait penser à ça, Peut-être Ricardo. tu devrais pitcher ça à Radio Can. Ouais, un balado là-dessus. Là. Radio-Canada aimerait beaucoup ça. Puis il pourrait faire au moins 2 séries différentes. Ricardo Larrivée, le cuisinier, et Ricardo Troggi, le réalisateur. Ah, ben oui! Si! Bing de Ricardo, c'est ça? Je pensais vraiment que c'était un dans la peau de Ricardo, puis là, t'apprenais Ah. à cuisiner. Là. Comme dans le temps à Musique Plus, là. Exact. Là, on le déguise pis tout, Oh. là. My God, ça Mais non, serait très bien. Pour c'est être pas très ça. honnête, c'est le site où je vais voir tout le temps quand je cuisine et que je sais pas quoi faire quelque chose. Je vais sur C'est ça. Being de Ricardo, fait que c'est comme ça que je vais l'appeler. On va l'appeler Éduque-moi, comme ça. Lulu. Éduque-moi. Ok, donc oui, je vais parler de Being the Ricardos en référence dans le fond. Ok, attends, je vais partir. Ok, là je suis vraiment. Là j'ai Being the Ricardo, puis j'ai la face de Ricardo dans la face. Fait que là, il faut que je reset mon cerveau. Je suis désolée. C'est bon, on est avec toi. C'est bien. Ok, donc, Take Two. Being the Ricardos, donc c'est un film de 2021. Vous pouvez le voir sur Amazon Prime. Il est réalisé par Aaron Sorkin. C'est un gars qui a fait beaucoup d'écriture à Hollywood, puis il a fait plusieurs séries aussi. Je vais en parler plus tard.
Dans le fond, les rôles titres, Nicole Kidman et Javier Bardem qui jouent Lucille Ball et Daisy Arnaz. Donc, ça parle de la série I Love Lucy. Est-ce que vous êtes familière ou vous connaissez, est-ce que vous avez déjà vu I Love Lucy? Ouais, de nom seulement, là, parce que c'est dans la culture populaire américaine beaucoup, là. C'est ça. Donc, c'est une série des années 50. Le film Being the Ricardos, dans le fond, c'est comme un biopic de Lucille Ball, un petit peu. Mais c'est pas vraiment de la jeunesse à la mort, comme d'habitude, ça suit la chronologie. La façon dont ils ont fait ici, c'est qu'ils font une semaine dans la création d'un épisode de I Love Lucy. Et ils ont juste choisi la semaine la plus critique, en fait. Oh my God. Being the Ricardo is back. Donc, la semaine la plus critique d'un épisode. OK? Donc, I Love Lucy, pour les gens qui connaissent pas, c'est une série en noir et blanc parce qu'on est entre 1951 et 1957. Ça se passe à New York. Donc, c'est Lucille Ball, qui est mariée à Ricky Ricardo. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Being the Ricardos, parce qu'ils sont Lucille et Ricky Ricardo. Donc, Ricky, lui, il est joué par Daisy Arnaz, qui sont mari et femme dans la vraie vie également. Ils sont chanteurs lui, il est chanteur dans un big band. Et elle rêve de faire du showbiz. Mais en fait, elle est ultra poche, en fait. Elle peut pas vraiment chanter, etc. Je parle pas de Lucille Ball, je parle évidemment de Lucille dans la série. Ils sont accompagnés par leurs propriétaires et amis Ethel et Fred. Et en fait, c'est vraiment, c'est des épisodes de 20 minutes. C'est un peu de l'aventure, beaucoup de comédie loufoque, physique, c'est beaucoup de la clownerie, comme Lucille Ball, c'est vraiment des grosses faces, des expressions, etc. Et en fait, le succès a été immense et fulgurant. Là, c'est comme on parle vraiment. D'ailleurs, dans le film Being the Ricardos, ils en parlent. Maintenant, de nos jours, un succès, c'est 10 à 15 millions de vues. À l'époque, c'était 60 millions d'Américains. Et c'était tous les lundis ou tous les jeudis qui étaient collés à leur truc. Donc, il y avait même des baisses de vente dans les magasins parce que tout le monde regardait I Love Lucy. Fait que c'est quelque chose que personne loupait. C'était une institution en très peu de temps. Ils ont eu un succès fulgurant. Donc, le film décrit comment se construisait un épisode, dans le fond. Donc, du lundi où on lit à la table l'épisode qui s'en vient, qu'on fait les corrections d'écriture, etc., au vendredi où on enregistre en direct. Dans le fond, je veux dire en public, parce que c'était en direct, dans le fond, live en public. Donc, la semaine qu'ils ont choisie pour l'épisode qu'ils ont choisi, dans le fond, c'était au sommet de sa popularité. En fait, Lucille Ball va être accusée, en fait, d'être communiste. Donc, à la radio, il y a quelqu'un qui va dropper ça comme ça, qu'elle est inscrite au Parti communiste. Donc, évidemment, dans ces années-là, c'est la pire chose que tu puisses avoir, puisque c'est la guerre froide. Sur ce, elle annonce en fait qu'elle est enceinte et qu'en fait, elle veut garder l'enfant dans la série. Et des tabloïds n'arrêtent pas de mettre des indices que Daisy Arnaz, son mari, la trompe. Donc ça, on va suivre la dynamique de tous ces gens qui travaillent dans ce show-là. Les écrivains, les attracteurs, les producteurs, les sponsors, et évidemment Lucille, puis Daisy, ensemble, toute cette dynamique de ce gros melting pot qui est pris entre de la politique, des amours personnels, etc., etc. Donc vraiment, c'est des dialogues qui vont très vite. C'est vraiment Aaron Sorkin, comme j'en parlais plus tôt, c'est lui qui a écrit West Wing et qui a créé West Wing, la série. Pour le cinéma, il a écrit The Social Network, Moneyball, le Trial of Chicago 7 l'année dernière. Fait que c'est vraiment, ça va très vite, ça pop dans tous les sens. C'est assez quelque chose, des dialogues. Donc finalement, c'est tous ces gens-là qui vont se mettre dans un petit melting pot un peu, puis on secoue. Fait que c'est vraiment des personnages de caractère avec vraiment des égos à naviguer. Fait qu'on voit vraiment comment Lucille Ball, elle était super exigeante et très contrôlante par rapport à sa série, dans le fond. Donc elle va vraiment, tu vois qu'elle pinaille vraiment sur tout. Les détails de l'écriture, de la mise en scène, etc. Puis elle tient son bout, là. Fait que elle est un petit peu... Ouais, oui. Je te coupe un petit peu. Elle était un petit peu bully, dans le fond, ou... Ben, c'est juste que les gens lui proposent des affaires, puis elle va faire... non, ça, je vois pas ça comme ça va pas fonctionner, on va le faire comme ça. Mais sauf que c'est pas forcément elle est l'actrice principale, elle est une des têtes pensantes, mais c'est pas elle la productrice, c'est pas elle la directrice, c'est pas elle la productrice. Donc,
mais c'est elle la star. C'est comme si elle n'était pas là, il n'y aurait pas de show. Mais c'est toutes ces dynamiques-là qui sont explorées aussi entre elle puis les autres. Les jalousies un petit peu, comme qui prend trop de place par rapport à qui, etc. Pour sa rencontre avec Desi Arnaz, dans le fond, et l'évolution en tant que couple et partenaire de travail, parce que c'est vraiment ça que c'était. Ils étaient mariés dans la vie, mais ils travaillaient ensemble très proches. Puis jusqu'à ce qu'ils décèdent, ils étaient encore très très proches, même s'ils ont divorcé plus tard. Donc en fait, toi, tu t'imagines que I Love Lucy, c'est eux. Mais à la télé, c'est vraiment le couple idyllique, un petit peu loufoque, un petit peu excentrique. C'est comme Being the Ricardos. Est-ce qu'ils étaient vraiment Being the Ricardos dans la vraie vie, tu sais? Il y a des flashbacks parce qu'on voit vraiment comment ils se sont rencontrés, etc., etc. Et ça se fond très bien vraiment dans la trame principale. Les moments sont très, très bien choisis. Et on a aussi des fantaisies de Lucy, en fait. Parce que quand on lui propose quelque chose à tourner pour la série, ça switch directement dans un noir et blanc où elle s'imagine en train de faire la scène. Et en général, les scènes, c'est des scènes très connues d'épisodes qui sont très, très connus. Donc, tu vois, en fait, Nicole Kidman qui rejoue ces scènes ultra iconiques dans le fond de I Love Lucy. Fait elle s'imagine, puis là, non, c'est pas comme ça. Donc, la scène se rejoue, mais d'une autre façon, jusqu'à ce qu'elle trouve la façon que elle voit. C'est comme un peu, je visionne la scène, puis non, ça marche pas, ça marche pas, ça marche. Et puis, c'est là qu'elle insiste pour sa version, dans le fond. Mais tous se font très très bien ensemble, ça se comprend très bien. Tu sais, j'étais pas confuse de quelle époque on était. Est-ce que c'est une vision? Est-ce que c'était très bien fait. Il y a des super costumes, évidemment, c'est quand même de l'époque des années 50. Les super performances, je vais pas en parler parce que de toute façon le casting est vraiment super. Nicole Kidman, Javier Bardem, J.K. Simmons qui est le Jonah Jameson de Spider-Man, ok? Ouais. Lui, il joue Fred et sa femme Ethel est jouée par Nina Arianda, enfin, qui font le couple d'amis dans le fond dans la série I Love Lucy. Tony Hale, qui jouait Forky puis qui était dans Arrested Development, qui joue le producteur en fait et la tête de la salle d'écriture. Donc pour les faits saillants en fait du film et de la série I Love Lucy en général. Donc, Alia Shawkat, qui était aussi dans Arrested Development et qui était aussi dans un film qui s'appelle Green Room. Green Room, je vais juste en parler très, très ultra rapide. C'est un groupe de punk qui va jouer dans une salle punk et ils se retrouvent dans la Green Room, donc en attente de jouer, et ils s'aperçoivent que le bar où ils jouent, c'est un repère de nazis. Et finalement, les nazis veulent pas les laisser partir. Et les nazis, leur chef, c'est Patrick Stewart. Fait allez voir ça. C'est très rigolo. Bah, c'est pas rigolo. C'est pas rigolo. C'est très violent, c'est très gore. Mais voilà, Green Room. Donc, Alia Shawkat, elle joue Madeleine Pugh. Donc, c'est une des rares femmes à écrire pour la télévision à cette échelle-là dans les années 50. Elle a toujours eu le même partenaire d'écriture tout au long de sa carrière. Donc, il se chamaille vraiment souvent avec son partenaire masculin, dans le fond. Mais elle, c'est vraiment celle qui a toutes les blagues qui vont l'ender, toutes les meilleures jokes, elles viennent vraiment d'elle. Ah ouais. Et elle est vraiment super directe. Puis elle n'a pas peur de dire à Lucy des fois, ah non, ça passera pas, ou non, mais ça, ce que tu as fait là, non. Fait que, tu sais, c'est comme un peu comme une passe d'armes entre les deux. Et d'être une femme dans la salle d'écriture, même s'ils ne sont pas nombreux dans la salle d'écriture, c'est comme quand même un gros événement à cette période-là. Aussi, c'est une des premières séries à montrer une femme enceinte à la télé. Dans le fond, quand Lucille Ball, elle arrive en disant « moi, je suis enceinte, puis je vais pas le cacher, parce que d'habitude, ce qu'on fait, c'est que on t'assoit dans une chaise avec, tu portes ton truc de linge, tu as toujours quelque chose devant ton ventre pour cacher ton ventre. » Les sponsors et les directeurs de chaîne ont dit non, il faut cacher le ventre avec des artifices et tout. On veut pas voir une femme enceinte. Il fallait pas qu'on voit une femme enceinte parce qu'en gros, ils voulaient pas qu'on s'imagine que Lucy, elle fourrait en fait dans la vraie vie. En gros, c'était ça. Donc eux, ils ont refusé pendant très longtemps. Mais Desi Arnaz a vraiment donné un gros coup, puis est allé à des têtes dirigeantes pour dire non, nous on veut que ce soit dans la série, dans le fond, que ce soit qu'on suive la grossesse de Lucy dans la série aussi. Et en fait, il a eu gain de cause. Fait que dans le fond, on voit Lucille Ball enceinte de son enfant.
à la télévision. Et en fait, ils ont aussi timé le fait qu'elle ait sa césarienne le même jour que l'épisode où leur enfant télévisuel naissait. Enfin, que le même jour où l'épisode passait, elle a eu sa césarienne. Fait que tout le monde a vu la naissance symbolique de leur premier enfant à la télé. Par contre, les dirigeants et les directeurs ont dit oui pour montrer une femme enceinte, mais en fait, ils ont dit non à ce qu'on dise le mot enceinte. Parce que c'était trop graphique. Enfin, qu'en fait, les dialogues tournent autour de I'm expecting, we're having a baby, mais ils n'avaient pas le droit de dire pregnant. Ok. C'est drôle. Par contre, le titre, c'est ça, le titre de l'épisode, par contre, s'appelle Lucy is enceinte, parce qu'évidemment, comme c'est en français, les gens comprennent pas. C'est drôle, ça! Fait que c'est ça, en 1953 à la télé, on ne pouvait pas voir une femme enceinte parce que c'était trop choquant. Fait que c'est ça. Juste un mot pour dire, en fait, pour montrer vraiment la puissance de feu de Lucille Ball et Daisy Arnaz, ils ont créé ensemble une société médiatique, dans le fond, de production qui s'appelait Daisilou. Ça, c'était une société, mais vraiment ultra puissante pour l'époque, ok? Donc lui, il faisait vraiment le côté technique. Il a vraiment introduit beaucoup de techniques qu'on utilise encore aujourd'hui ou que personne faisait avant, qui sont devenues la norme à la télévision. Multicaméra. Avant, on n'avait pas forcément multicaméra. Avec des décors où les pièces se touchent, tu sais, devant un public comme on voit maintenant. Ça, c'était pas comme ça avant pour pouvoir passer d'une pièce à l'autre. C'est aussi lui qui a insisté pour utiliser du film. Donc ça permettait de transmettre dans tout le pays en même temps parce qu'il filmait sur du film au lieu de le retransmettre directement ou avec le kaléidoscope. Parce que les gens qui étaient à New York, ils voyaient le film, mais les gens en Californie, ils voyaient des photos à l'époque. Donc là, en utilisant du vrai film comme au cinéma, au début, les producteurs voulaient pas parce que ça coûtait vraiment trop cher. Mais lui, il a vraiment insisté, mais du coup, avoir le film, tout le monde pouvait avoir la vidéo en même temps quand c'était diffusé. Et ça a permis aussi qu'il ait tous les droits, dans le fond, sur son film. Donc, quand il est venu le temps de faire de la syndication, etc., ils ont vraiment fait un bon coup financier avec ça, parce qu'il a pu garder sa propriété intellectuelle, dans le fond. C'est ça. Ouais. Et aussi son modèle, du coup, avec les films et tout, ça a aussi mené vraiment à un drastique contrôle des droits. C'est ça par rapport à la série, puis au spin-off, etc., comme avec les techniques qu'il a développées. Puis elle s'occupait vraiment plus du côté artistique. Fait que c'est elle qui a approuvé des gros succès, comme Les Intouchables. Et Mission Impossible, en fait, c'est elle qui a approuvé ça, pour que ça aille à la télévision. Plus ou moins connue aussi, c'est elle qui a approuvé Star Trek, parce que Star Trek, ça allait pas très bien, les gens en voulaient pas, et c'est elle qui est allée chercher Star Trek et qui a dit non, ça va aller à la télé parce que les gens, ils vont aimer ça. Fait qu'en gros, c'est Lucille Ball qui a sauvé Star Trek et qui a fait que Star Trek est devenu ce que c'est aujourd'hui, parce qu'elle allait le chercher, en fait, dans le fond. Donc, j'ai juste envie de dire que c'est quand même pas mal pour une femme et un immigrant cubain, parce que Daisy Arnaz était cubain. Dans les années 50, c'était vraiment... Ils ont après divorcé, mais ils sont restés très proches toute leur vie. Fait que c'est un power couple de la mort. Vraiment. Le film Being the Ricardos est vraiment très très intéressant dans le fond. Si vous voulez voir des épisodes de I Love Lucy, c'est un petit peu difficile à trouver, mais vous pouvez en trouver quand même un petit peu si vous cherchez. Donc évidemment, Lucy est enceinte parce qu'on en a parlé aujourd'hui, mais vraiment mon préféré c'est Job Switching. Si vous voulez aller voir, fait que Daisy et Fred vont rester des hommes à la maison pendant que Lucille et Ethel vont aller travailler. Donc c'est là cette scène-là où elles vont travailler dans une chocolaterie avec les chocolats qui passent sur la belt. Vous avez peut-être déjà vu. Et je l'ai regardé, puis j'étais crampée. J'arrêtais pas de rire. C'est encore très bon pour l'époque, etc. C'est pas trop démodé. C'est encore c'est en noir et blanc, puis tu vois que c'est vieux, mais c'est très très bon. Lucy Italian Movie, où elle est à Rome et un grand réalisateur italien lui demande d'être dans son film, mais je vous rappelle qu'elle est pas très bonne en fait, actrice ou autre. Et Lucy does a TV commercial où elle doit vendre à la télévision. Elle doit vendre un produit, sauf que le produit contient de l'alcool, fait qu'au fur et à mesure qu'elle vend le produit et qu'elle en boit, elle devient de plus en plus ivre. Donc c'est vraiment du comédie de situation. Je vous invite à aller le voir parce que c'est super. Fait que une grande dame de la télévision qui a vraiment créé comme
beaucoup de monde a copié ce modèle-là de série après ça. Fait que c'est ça. Ben, merci pour cette chronique historique sur une grande dame de la télévision dont on connaît tous le nom, on a tous entendu parler, mais que on ne sait pas grand-chose. Puis moi, ça m'a vraiment rendu encore. Déjà que j'étais curieuse de ce film-là, je suis encore plus curieuse, donc c'est sûr, je vais aller l'écouter. C'est disponible sur Amazon Prime. Tu as dit sur Amazon Prime, c'est ça. Being the Ricardos. Puis on peut trouver des petits bouts par-ci par-là de l'original sur les internets, j'imagine, I Love Lucy. Oui, c'est ça. Parfait. Hey, merci beaucoup, Lulu. Ça fait plaisir. Alors, ça termine l'épisode 88 de La vie secrète des geekettes. Là, dans le chat des geekettes, on n'arrête pas de m'envoyer des images de Ricardo, le cuisinier. Je vais essayer de garder mon sérieux pour la conclusion. Alors, Being de Ricardo. Alors, Being the Ricardos, de Ricardo. Oui, c'est ça. Alors, si vous aimez les geekettes, vous pouvez devenir Patreon. On a un channel Discord secret où est-ce qu'on parle avec les Patreons assez régulièrement. On a également, un Patreon où est-ce qu'on, des fois, on fait les publications. Là, on va enregistrer un geekette secrète qui va aller directement sur le Patreon après. Donc, c'est des petites conversations de plus qu'on a entre geekettes sur des sujets divers qu'on ne parle pas aux geekettes, mais qu'on discute et qu'on libère sur l'Internet pour nos Patreons. Alors, c'est tout sur notre site web, geekette.ca. On a un Facebook, on a un Instagram, tout ça, c'est sur les Internets. Sur notre site web, comme j'ai dit, geekette.ca, ou je devrais dire, dans le fond, geekette au pluriel.ca, mais c'est un peu moins, je sais pas, ça se dit moins bien. Donc, je vais continuer comme je fais que d'habitude. Alors, je pense que ça termine notre épisode 88. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? On dit oui? Ouais. Ouais, c'est parfait. Donc, on va dire bye bye à tout le monde. Bye! Bye bye! Bisous, Ricardo! Bisous! On vous parle d'un sujet de notre choix sur la culture populaire ou toute autre affaire. Mais, tu sais quoi, je pense que je vais recommencer ça, les filles. Ça va Je garde- Marseille! Ouais, tellement. Attends, ouais, vraiment. Mais c'est pas grave, je vais mettre un blooper à la fin du show. Donc, je recommence ça. Bonjour! Ok, ça fout rire. Ça fout rire. Ricardo! C'est ça. Avec Nicole Kidman!